Joël Girardet, Présent. Pascal Vignon, Présent. Nathalie Lyons, Présent. Cédric Chalon, Présent. Michel Longère, Denis Remontet, Virginie Pérou. Présent. Bernard Payon est excusé, m'a donné un pouvoir, puisque le Covid est arrivé dans sa maison. Jacqueline Berthier. Présent. Alain Cotin est excusé puisqu'il représente la commune dans une réunion de préparation du rallye de Charbonnières. Il a donné un pouvoir à Nathalie Lyons, Pascal Billet, Alexandre Proton, Elisabeth Plagnal, Gabi Dezaille. Jean-Luc François est excusé, a donné un pouvoir à Jacqueline Berthier, Nicole Colucci, Angelo Romano, Christelle Fabre, Magali Cherpin, Aurélie Chusville n'est pas là pour l'instant, Alexandre Boudot, Édouard Boss devrait nous rejoindre, Suzanne Auguet, Mathis Cato s'est excusé, Bénédicte Chirol, Anne Rimbaud a donné un pouvoir à Jean-Michel Michelot, Mohamed Adjab et Jean-Michel Michelot. Merci beaucoup. Je vais désigner un ou une secrétaire de séance de façon très arbitraire et je désigne Gabi Desailles comme secrétaire de séance puisqu'il est déjà plongé dans les dossiers. Merci Gabi. Nous devons, comme à chaque séance, approuver le procès verbal de la séance précédente qui s'est déroulée le mardi 2 novembre 2021. Est-ce qu'il y a des observations ou des commentaires sur ce procès verbal? S'il n'y en a pas, il est adopté. Merci. Alors, avant de démarrer la séance, on va dire, délibérative de notre Assemblée, j'ai le plaisir de vous présenter, elle est installée à ma droite, donc Léa Goutte-Noire, qui a rejoint la commune à l'été dernier, et elle est donc chargée de mission dans le cadre du programme Petite Ville de demain. Donc elle est auprès de nous pour un tiers de son temps, les deux autres tiers étant répartis entre les communes de Cours et d'Amprepuis, qui ont également été retenues Petite Ville de demain comme nous. Donc Léa est un agent recruté par l'accord et mis à disposition des trois communes. L'avantage, c'est que son poste est en partie financé par l'État dans le cadre de ce dispositif. Et je vais lui laisser la parole pour qu'elle vous présente le dispositif Petite Ville de demain, de façon assez générale et globale, et qu'elle vous présente aussi les missions qu'on lui a confiées, et ce sur quoi elle va travailler pendant qu'elle sera avec nous. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions à lui poser, je pourrais aussi y répondre en fonction des questions qui seront posées, mais n'hésitez pas, elle est là pour ça. L'idée, c'est que vous puissiez la connaître et puis que vous sachiez sur quoi elle travaille. Je vous cède la parole. Merci. Bonsoir, vous m'entendez bien comme ça? Pas trop. Je vais rapprocher. Comme ça, c'est mieux? Ouais. Ok. Vous avez dû avoir un petit feuillet de présentation. Je vais parler sur ce support. Je suis vraiment ravie d'être là, de pouvoir vous rencontrer quasiment tous. Juste une petite présentation de mon parcours. J'ai fait une formation en urbanisme et en géographie. Et On n'entend pas. Vous m'entendez pas? Hop. Comme ça, c'est mieux. Faut baisser le masque. Vous m'entendez? Ouais. Ok. Donc avant d'arriver ici, j'ai travaillé dans un bureau d'études en urbanisme autour du logement. On accompagnait les habitants dans leurs projets de rénovation. Et puis avant ça, j'ai bossé dans une commune en tant qu'instructrice du droit des sols, donc au niveau du règlement d'urbanisme. Et avant ça, j'ai travaillé au Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Isère sur la revitalisation des centres-bourgs. Donc mon poste aujourd'hui boucle un peu la boucle avec toutes ces expériences et me permet de retrouver la revitalisation et les projets urbains. Donc au niveau du programme Petite Ville, c'est vrai. On va essayer d'augmenter un peu le volume. On aurait dû le mettre. Un, deux. C'est mieux? Je vais parler fort. Ok. Donc au niveau du programme Petite Ville de demain, c'est la première page de la présentation.
Donc en fait, c'est un programme national qui a été lancé à l'automne 2020, donc il y a un peu plus d'un an, dans le cadre du plan de relance de l'État suite à la crise du Covid. Et en fait, ce programme cible les villes de moins de 20 000 habitants qui sont situées hors des grands pôles urbains, donc plutôt en situation rurale, qui exercent des fonctions de centralité, mais qui présentent des signes de fragilité, par exemple au niveau de l'habitat et des commerces. Et donc l'accord, la commune d'Ambleville, Cours et Tizy ont fait une candidature commune qui a été retenue il y a un an, en décembre. Et les projets doivent respecter les 3 priorités du plan de relance, qui sont l'écologie, la compétitivité et la cohésion. Et là, sur la cartographie que vous avez sur cette première page, c'est toutes les petites villes de demain qui ont été retenues dans le Rhône. Et donc voilà, on n'est pas tout seul. Et à l'échelle de la France, il y a 1600 communes. Donc ça permet en fait autant de postes, enfin pas autant, mais à peu près un tiers ou moitié moins de personnes comme moi qui travaillent pour ces communes. Et ça permet du coup une mise en réseau et un partage des différents retours d'expérience. Ensuite, sur la page suivante, quelques données. Donc, en fait, le programme Petites Villes de demain s'est formalisé dans une convention d'adhésion qui a été signée en avril dernier. Cette convention est valable de 18 mois, donc on va devoir faire une autre convention, ça va être l'objet de l'année prochaine. C'est un avenant à l'ORT, l'opération de revitalisation du territoire. Et moi j'ai pris mes fonctions en juin dernier, donc il y a 6 mois. Ce programme il dure 6 ans, donc un peu plus de la durée du mandat municipal. Et il y a beaucoup de financements dédiés à l'ingénierie, à des études, donc notamment en poste, comme le maire le disait, mais également pour financer des études en fait. Et les principaux partenaires financiers sont l'État, le département, la Banque des territoires et l'Agence nationale de l'habitat, de l'amélioration de l'habitat, l'ANA. Ensuite, sur la page d'après, avec le petit schéma, en fait, c'est pour montrer toutes les thématiques, ou en tout cas une partie des thématiques traitées dans le programme Petites Villes de demain. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision globale de toutes les thématiques, de tous les enjeux sur chaque commune, et de travailler en transversalité, donc dans les communes et à l'accord avec différents services de diversité, eau, etc. Et donc tout ça pour améliorer l'attractivité en fait de la commune pour les personnes de l'extérieur, pour accueillir de nouveaux habitants, mais aussi améliorer la qualité de vie des habitants actuels. Ensuite, sur la page suivante, vous avez la liste des projets de la commune de Tizy-les-Bourgs qui ont été inscrits dans la convention d'adhésion. Donc, ils se répartissent en 2 catégories, un horizon à 2 ans et un horizon à 6 ans, mais c'est vraiment, faut vraiment en tenir compte parce que les choses bougent entre les deux. Donc, je ne vais pas relire tous les projets puisque vous les connaissez, mais ceux qui sont en bleu, ce sont ceux sur lesquels le maire a souhaité que je travaille. Vous n'avez pas le support? Non. Ah bon? Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais vous l'avez pas dans vos pochettes? Non. Moi j'en avais 2 là. Non, j'en ai pas. C'est toi le collant. Ah bah, Tout le monde là, sinon? Tiens, prends le mien. Qui n'en a pas? Yes, à qui il en manque un? Donc les projets en bleu sont ceux sur lesquels le maire souhaite que je travaille. Donc, il y a notamment le lotissement des pierres plantées avec la recherche d'un AMI, donc c'est un appel à manifestation d'intérêt pour qu'un privé puisse aménager le reste du terrain. Il y a la relocalisation des centres bourgs Mardor et la chapelle de Mardor qui touchent à leur fin, mais j'ai participé aux réunions publiques qui ont lieu en octobre, notamment une dans cette salle. Ensuite, la requalification du quartier de la Claire. Donc, pour ça, c'est surtout l'immeuble qui est à côté du garage, là, sur la droite, quand on descend.
L'idée serait de chercher la même chose, voilà, un appel à projet ou un appel à manifestation d'intérêt pour en fait savoir quoi faire de cet immeuble, avoir des idées de montage d'opération. Au niveau de l'acquisition des ombrières photovoltaïques, donc ça c'est pas très urgent, mais ce serait aussi de lancer un an et demi. Pour la restructuration des EHPAD, donc là c'est une recherche de financement, donc voilà, lisser toutes les subventions qui peuvent être demandées, travailler en partenariat, engager des discussions pour voir s'il n'y a pas d'autres subventions qui peuvent être demandées. Ensuite, sur la page de droite, horizon 6 ans, on a le pôle de loisirs à Marmande. Donc là, c'était une recherche de financement pour construire une construction en bois. Donc j'ai fait cette recherche et je l'ai transmise à la commune. Ensuite, un projet assez stratégique en entrée de ville, à Tizy, la requalification de l'ancienne piscine, qui sera réalisée en concertation avec habitants, scolaires, etc. Donc, la mission pour ce projet, c'est de rédiger la partie technique du cahier des charges, donc ça, ce sera début 2022. Au niveau de l'ORI, à Tizy, sur la place du commerce, l'opération de restauration immobilière, c'est de travailler sur la reprise des rez-de-chaussée commerciaux, en lien aussi avec Marie Meunier, la manageuse commerce centre-ville qui est à l'accord, qui est arrivée depuis quelques mois. Pour le parc de la mairie, ce serait aussi une recherche de financement. Et enfin, pour les locaux de la fanfare, c'est en lien avec l'accord, mais pour le moment, la mission est à définir selon ce qui sera fait avec l'accord. Et ensuite, dernière partie sur mes missions, en fait, toutes mes missions, donc là c'est pour Tizy, mais il y a sensiblement les mêmes pour Cours et pour Ample-Puy. Donc à peu près la moitié de mon temps est dédié au suivi de l'OPA. Donc l'OPA, c'est l'opération d'amélioration de l'habitat, donc pour toutes les aides à la rénovation des logements. Donc on a des réunions mensuelles avec Solia, notre opérateur, je suis les dossiers stratégiques, je prépare les comités techniques, les comités de pilotage avec les élus où sont prises les décisions. Je suis également l'habitat indigne. Il y a eu la modification des aides façades que vous allez voter ce soir, et une réflexion sur le fait de faire un coucou patrimoine. Et cette OPA, en fait, elle a été initiée en 2017 et elle va se terminer en 2023, donc ça va arriver vite et on réfléchit déjà à la suite. Et il a été décidé de lancer une deuxième OPA. Donc pour ça, dès maintenant, il faut faire une demande de subvention à l'ANA pour financer une étude, lancer une étude, puis un marché de suivi animation pour recruter un nouveau prestataire et mettre en place une nouvelle OPA. Ensuite, il y a l'avenant à l'ORT pour remplacer la convention d'adhésion Petite Ville de demain qui a été signée en avril dernier. Au niveau de Petite Ville de demain, j'ai aussi une gouvernance à mettre en place, donc un groupe projet en fait pour travailler en transversalité avec des personnes des accords, des personnes des communes, des partenaires extérieurs pour apporter des pistes d'amélioration des projets ou partager des informations. Et aussi mettre en place des comités techniques et des comités de pilotage pour suivre l'avancement des projets. Avec le département, on va pouvoir signer une convention d'attribution qui permettra de percevoir des financements en fait, pour une ou peut-être deux études, mais en tout cas une étude, ça c'est sûr. Après, ça dépend de la répartition entre les communes et de l'enveloppe qui est disponible. Au niveau de Petite Ville de demain, donc comme je le disais, on n'est pas tout seul, il y a tout un réseau au niveau départemental et national avec des webinaires, des rencontres, des retours d'expérience. À Tizy, il y a un certain nombre de bâtiments menaçant péril et pour ça, il y a une stratégie et une liste d'action à mettre en place en lien avec Anthony du service urbanisme, notre opérateur, Solia, etc. Pour les DIA, il y a un questionnaire qui sera proposé à envoyer par la commune pour en fait connaître un peu plus le profil des acheteurs, leurs besoins et pour pouvoir affiner les politiques publiques. Et aussi pour les propriétaires bailleurs, de faire des liens avec les agences immobilières pour connaître un petit peu la tendance du marché immobilier. C'est les déclarations d'intention d'aliéner, c'est quand un bien est mis en vente dans un certain périmètre, la commune reçoit en fait un formulaire qui dit voilà, le bien de telle personne va être mis en vente à tel prix, et la commune peut préempter si elle le souhaite, si elle a un projet par exemple.
Ensuite, sur la dernière page, il y a le programme POPSU. Le POPSU, ce sont pareil, c'était une candidature qui a été retenue, la candidature de TISI. C'est un groupe de chercheurs, en fait. Donc il y a plusieurs, au niveau national, il y a plusieurs communes aussi qui ont été retenues dans ce programme-là. Et les chercheurs s'intéressent à la question de ce qui est accueillant à Tizy-les-Bourgs et de ce qui est beau à Tizy-les-Bourgs. Donc ils sont venus en 2021 plusieurs fois sur le terrain. Dernièrement, en décembre, plusieurs personnes, vous étiez tous invités à l'événement du 2 décembre, plusieurs sont venus. Il y aura d'autres événements début 2022. Donc voilà, n'hésitez pas à venir participer à ces échanges, à ces réflexions. Au niveau du protocole Habitat, donc, là moi c'est une participation pour suivre un petit peu les projets sur Tizy. La concertation, il y aura d'autres réunions publiques en 2022. Pour l'ORI, place du commerce, donc là on a une étude patrimoniale à lancer et puis on est en train de réfléchir au rétro-planning et au scénario de montage d'opération puisque c'est assez complexe et voilà, il y a toute une procédure. Et au niveau de l'accord, dans le cadre il y a eu un audit et puis maintenant une nouvelle organisation, une réorganisation. Il y a des chantiers qui ont été lancés donc sur plusieurs thématiques et moi je me suis positionnée sur 3 chantiers qui sont en lien direct avec l'émission. Donc notamment de travailler sur la transversalité pour essayer de mieux travailler en transversalité au sein de l'accord mais aussi avec les communes. Aussi de voir quelles relations de travail avec les communes et les partenaires, et enfin identifier et appliquer de nouveaux outils. Donc voilà, ça nous amènera des listes d'actions. J'aurai bientôt plus le micro. Et enfin, je participe à différentes choses à l'accord, donc que pour les 3 communes. Au niveau de la plateforme de rénovation de l'habitat, pour toutes les aides à l'habitat, nous avons des comités d'agrément où nous passions certains dossiers, quand par exemple la subvention d'accord est supérieure à 15 000 €, quand c'est un projet d'un propriétaire bailleur à plus de 2 logements, ça nous permet d'arbitrer en fait, sur quel logement, quel projet on subventionne, à quelle hauteur, etc. On a des comités techniques transversaux avec tous nos opérateurs, Solial, donc pour avoir une vision globale des actions de communication par exemple. Un groupe de travail sur le logement habitat indigne et puis une commission habitat santé où on présente différentes informations aux élus de l'accord. Voilà, ça fait beaucoup d'infos, mais peut-être que tout n'est pas clair, n'hésitez pas. Avant de passer aux questions, merci beaucoup Léa pour cette présentation. Bon. C'est les interférences des téléphones. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, vous l'avez compris, Petite Ville de demain, on a essayé de vous l'expliquer de la façon la plus pragmatique possible pour que vous ayez bien une idée de ce que ça nous apporte. Les 3 choses principales que ça nous apporte, c'est déjà le financement d'une partie du poste de Léa, donc de l'ingénierie pure, et puis auprès du terrain, en fait, directement auprès de nous. La deuxième chose, c'est on obtiendra quelques financements d'études. Vous l'avez vu là, on va signer une convention avec le département pour une étude et là on a ciblé, pour être tout à fait transparent, le site de la piscine et son projet de requalification. Donc c'est cette étude-là qui sera financée dans le cadre du dispositif, qui nous permettra à la fois d'étudier sur le plan technique, faisabilité, architecture sur ce projet-là, mais aussi de mener une phase de concertation, notamment avec les jeunes. Et donc il y a un aspect assez transversal sur ce projet. Du coup, Pascal Billet aura à intervenir sur la partie concertation. Et la troisième chose que nous apporte le programme, c'est un fléchage, en tout cas dans l'esprit, un fléchage des subventions, on va dire, classiques de l'État, donc DETR, DSIL, vers les communes qui sont petites villes de demain. Donc on est censé avoir en quelque sorte une petite priorité dans les financements que nous sont alloués de façon régulière dans les dispositifs classiques. Voilà. Sur le plan de la gouvernance, on a essayé de ne pas cloisonner forcément les choses entre les 3 communes qui ont été retenues. On va changer, hein. On a essayé de mettre un petit peu de cohérence entre les 3 communes qui ont été retenues pour qu'il y ait à la fois sur le travail de Léa quelque chose qui soit un peu plus globalisé et dépasser les périmètres communaux. On travaille déjà beaucoup avec la commune de Cours puisque l'OPA
l'opération programmée d'amélioration de l'habitat dont on bénéficie est déjà sur ces 2 communes-là. Et on travaille également avec Emploi Puy. Donc les maires, on se réunit 2 fois par an. Sans la fin. C'est ça, oui. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, on essaye de travailler, les 3 communes qui ont été retenues sur le territoire de l'accord, de travailler ensemble pour que tout soit mis en cohérence, notamment sur les politiques de l'habitat où on a les 3 communes des intérêts communs. Voilà un petit peu. Et autour de Léa se réunissent 2 fois par mois les 3 directeurs généraux de services des communes pour qu'il y ait un lien assez régulier sur l'avancée des projets. Voilà un peu sur ce que je voulais rajouter sur la gouvernance. Et je crois qu'il y avait au moins une question chez Mohamed. Je te laisse la poser. Bonsoir à tous. C'était pour savoir, mais la somme allouée pour les 10, au moins pour les 10 projets, est-ce qu'on peut savoir ou pas? Mais la somme allouée pour les projets C'est-à-dire global, mais il y a bien un coût en fait sur la dépense ou sur la recette? Sur la dépense. Pour l'instant, on ne le sait pas trop. C'est des projets qui sont à étudier pour certains. D'autres, les études sont en cours. Par exemple, je pense à la salle de Marnans, le site de la piscine, le cabinet va être retenu en début d'année. Mais pour l'instant, on n'a pas les coûts pour l'ensemble des projets. En fait. D'accord, parce que c'est vrai que je suis vraiment assez naïf, moi, par nature. Sur les 250 000 millions d'euros, en fonction des projets, il n'y a pas de fermeture d'une somme allouée en fait. Non. Okay. Les 250 millions qui sont affichés, c'est pour l'ensemble du programme au niveau national. Non. Parce que dans ces 250 millions, il y a à la fois de l'ingénierie, de l'étude, c'est tout mélangé en fait sur ce qui redescend sur les communes. Ce qui fait qu'on peut difficilement en fait diviser cette somme par le nombre de communes qui ont été retenues pour avoir un pécule, parce que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne en fait. Et puis deuxième point, c'est sur la santé. Oui. Alors apparemment, c'est sur la participation à la restructuration des EHPAD. Oui. Okay. Mais on peut aussi faire des demandes autres que ce type d'opération ou pas? C'est-à-dire? Non, mais je ne sais pas. Si c'est vraiment figé ou pas, dans le projet sur les EHPAD actuels. Alors, Léa complétera, mais c'est figé dans le sens où les projets qu'on a inscrits dans notre candidature, on ne pourra pas en rajouter d'autres. Si, on peut en rajouter d'autres? Oui. Alors, je vous laisse répondre, parce que je dis des conneries. Oui, c'est vrai. Effectivement, en fait, là, c'est les projets qui ont été mis juste après que la candidature soit retenue. Mais comme on doit faire une nouvelle convention, on va actualiser en fait les projets. Ça va être le travail de l'année prochaine. Et on pourra tout à fait intégrer de nouveaux projets. Ça veut dire que les bleus, ils sont d'office et les noirs, on ne sait pas. Non, les bleus et les noirs, aujourd'hui, ils sont tous dans la convention. Les bleus, ce sont ceux sur lesquels je vais travailler, en fait. C'est ça la distinction. Vous avez vu dans la liste de projets, il n'y a rien de nouveau. Ça correspond au projet qu'on avait regardé ensemble quand on a préparé le programme de mandat, donc il y a maintenant presque quelques mois en commission générale, où vous retrouvez ces projets-là. Après, même vous avez vu, il y a un tableau horizon 2 ans, horizon 6 ans, c'est pareil, c'est des choses qui ne sont pas figées, parce qu'il y a des projets qu'on fera peut-être plus tôt que ce qu'on avait prévu, d'autres qui arriveront plus tard. Là, ça reste souple aussi en termes de gestion des projets, puisque forcément, dans un mandat municipal, les choses, elles ont le temps de bouger, il y a des projets nouveaux qui arrivent, donc tout ça reste assez souple. Durée du programme 6 ans, ça veut dire que vous avez un accompagnement sur 6 ans, pardon, que ce soit cette âme, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Les financements pour les postes sont pour 6 ans. Et puis les partenaires nationaux sont là pour 6 ans. Après, je m'arrête. Je vois qu'il y a une chose vraiment très très intéressante sur le projet. Il y a la participation des citoyens, qui est quand même intéressant sur l'exemple sur le toit, sur la piscine. Ouais. Et au-delà des projets eux-mêmes, Léa travaille aussi avec nous sur la concertation en général, le travail commun Pascal avec les réunions publiques qu'on a commencé à en faire sur Mardor et la chapelle de Mardor. Et là, Léa nous accompagne aussi pour préparer ces temps de concertation, puisque c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur.
Voilà. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout ça vous a paru clair? Donc c'est pas mirobolant, hein, mais en tout cas ça nous permet d'avoir un soutien en ingénierie et on espère par la suite des fléchages intéressants sur les aides à l'investissement cette fois-ci. Bien, mais s'il n'y a pas de questions, je remercie beaucoup Léa. Si vous en êtes d'accord, on va modifier l'ordre du jour et je vous propose que l'on passe le point numéro 4 qui concerne les aides à l'habitat, qu'on passe ce rapport tout de suite, puisque si jamais vous avez des questions un peu techniques, Léa pourra y répondre, et ensuite on pourra la libérer. Ça ne vous pose pas de problème si on inverse l'ordre du jour? Merci beaucoup. Les aides aux façades, pardon. Le 3. On passe au point numéro 3. Ouais. Donc, comme vous le savez, lors de la séance précédente, on a voté la mise en place d'un plan façade, dont vous connaissez maintenant les caractéristiques, qui sera mis en place à partir du 1er janvier 2022. Pour rappel, l'objectif était d'être un peu plus offensif et volontariste sur les aides aux façades sur la commune de Thizy-les-Bourgs, sans périmètre, avec une intervention de la commune à 50% du montant des travaux, plafonné à 5 000 € de subvention par dossier. Donc ça, c'est ce qu'on a voté lors de la précédente séance. Ce soir, ce qu'on vous propose, c'est de voter une modification du règlement de l'accord sur les aides aux façades, simplement pour intégrer le dispositif qu'on a souhaité mettre en place sur Thizy-les-Bourgs. Donc vous avez plusieurs règlements qui sont mis en place dans le cadre des aides à la rénovation. Ce qui nous concerne ce soir, c'est le règlement numéro 6, aide aux façades, pour simplement mettre dans le règlement de l'accord le dispositif qu'on a souhaité mettre en place lors de la précédente séance. Donc rien de particulier. Je ne sais pas si vous voulez rajouter, on profite que vous soyez là. Simplement, l'accord adapte son règlement pour qu'on puisse... Ouais. Et ici, on va délibérer aussi, nous, au conseil communautaire de la semaine prochaine, vraiment sur la même chose. C'est la mise en application de notre précédente délibération. Pas de questions sur ce rapport? Je le mets aux voix. Qui est pour? Merci beaucoup. Et merci beaucoup Léa pour votre présence. Merci à vous et à bientôt. Et vous aurez l'occasion de rencontrer Léa de nouveau dans d'autres temps d'échange de façon régulière pour faire des points d'avancement sur le dispositif. Oui. Merci beaucoup. Je vous propose que nous avancions. Donc on arrive au point numéro 1 qui concerne les finances. C'est une décision modificative numéro 1. Ce sera la seule de cette année sur le budget principal dans la section d'investissement, puisqu'on avait des petits travaux supplémentaires, notamment à la résidence senior et surtout la prise en charge de frais liés au Covid, puisqu'il y a eu un surcoût auprès des entreprises par rapport aux équipements des salariés qui travaillent sur le chantier. Donc on est sur une décision modificative assez petite. On prélève 8 000 € sur les dépenses imprévues pour en affecter 3 000 sur la section mobilier et 5 000 sur l'opération 23, immobilisation corporelle en cours. Donc c'est vraiment une toute petite DM qu'on vous propose ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors qui est pour? Merci beaucoup. Le point numéro 2, qui est un rapport récurrent en fin d'année, concerne toujours les finances, c'est l'ouverture des crédits pour la section d'investissement, c'est-à-dire autoriser le maire à engager des dépenses en investissement avant le vote du budget qui interviendra en mars ou en avril. Ça permet d'anticiper, de pouvoir quand même régler les factures aux entreprises. Et vous avez dans le tableau les détails par ligne de ce qu'on souhaite ouvrir comme crédit. C'est la même chose que l'on fait tous les ans en amont de la préparation du budget. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez qu'on passe en détail le tableau? Sachant qu'on peut ouvrir un quart des dépenses qui ont été inscrites au budget précédent. Ce qui représente une somme totale de 742 000 € qui est potentiellement engageable entre le 1er janvier et le vote du budget. Il n'y a pas de questions. Du coup, je vais mettre aux voix. Qui est pour? Qui s'abstient? J'ai pas vu, c'était pas clair là-bas.
Tout le monde est pour? Merci beaucoup. C'est tout de travers, moi, mes rapports, là. Ah bon? Ouais. C'est tout de travers. Je ne vous ai pas parlé du budget annexe commerce, mais c'est la même chose, hein, mais c'était sur une autre page. Le point numéro 3, nous venons de l'aborder. Le point numéro 4, qui est le rapport récurrent des aides aux façades. Nous avons ce soir un seul dossier sur lequel on doit se prononcer, qui est un dossier opération massif centrale, c'est-à-dire une personne qui n'est pas éligible au fonds de l'ANA, qui a, sur la commune déléguée de Marnan, qui effectue des travaux pour 26 783 €, qui a une aide de l'accord de 2 333 €. Et comme nous sommes en périmètre de développement, je vous rappelle que la participation de la commune est égale à 50% du montant amené par l'accord, ce qui fait une subvention communale de 1 166,50 €. Il y a également un bonus région de 750 €, ce qui porte la subvention totale à 4 249,50 €. Pas de questions. Je mets aux voix qui est pour. Merci pour lui. Le point numéro 5 concerne toujours les finances, puisque le département répartit les produits des amendes de police chaque année auprès de ses communes pour financer des opérations d'investissement souvent liées à la sécurité routière, ou en tout cas souvent des travaux de voirie. Le département nous a attribué la somme de 14 000 €. On a reçu ça il y a quelques semaines et on vous propose ce soir d'affecter cette somme à la requalification de la rue Christoré et la plateforme qui servira aussi de parking pour la résidence senior pour un montant de 14 000 € pour la totalité de ce qui nous a été attribué par le département. Pas de questions? Est-ce que cela vous convient? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Oui. Il y a un pourcentage par rapport à l'importance des communes? Non. 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 Le département a une somme globale qui est répartie en fonction des... Alors, on effectue une demande, nous, de subvention, en même temps que les subventions classiques du département. Ça se passe en mai. Et à l'automne, le département délibère et répartit en fonction des projets qui lui ont été demandés. Mais il n'y a pas de règle particulière d'attribution. Le point numéro 6 concerne toujours nos relations avec le département. Vous l'avez vu en arrivant, il y a des travaux qui sont actuellement menés sur la chapelle de Mardor et sur Mardor. Des travaux qui avancent plutôt correctement en termes de planning. Et là, on vous demande ce soir de délibérer pour que je puisse signer une convention avec le département pour que ce dernier puisse prendre en charge la bande de roulement sur la voirie qui est la sienne, donc, puisque les deux villages sont traversés par une voirie départementale. Et le département participe financièrement à l'opération en prenant en charge le tapis, entre guillemets, sur ces voies qui sont à lui. Et on a fait la même chose également avec l'accord, puisqu'il y a une partie sur Mardor qui concerne des voies communautaires. Et là, la même chose, l'accord prend en charge le tapis de la bande de roulement sur la route qui est à elle. Pas de questions sur ce rapport-là, ce qui fait des dépenses, c'est pas des dépenses en moins, mais des recettes en plus pour la commune. Pas de questions? Qui est pour? Merci beaucoup. On continue toujours avec un rapport convention et finances et je vais céder la parole à Michel Longère. Oui, c'est par rapport au centre social et la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre la commune, le centre social et la caisse de l'allocation familiale. Donc précédemment, lors du dernier conseil municipal, on avait délibéré pour une convention territoriale générale qui se substituait au précédent contrat enfance-jeunesse qui lie la commune de Thizy-les-Bourgs et la caisse de l'allocation familiale. Il convient désormais d'établir une convention, cette fois-ci entre la structure présente sur le territoire de la commune, à savoir le centre social, la commune de Thizy-les-Bourgs et la caisse d'allocation familiale. Vous avez pu prendre connaissance du rapport qui précise les objectifs, les engagements de chacune des parties signataires. Celle-ci est établie pour une durée de 5 ans. Monsieur le maire précise qu'en matière de financement, le conseil municipal sera amené à délibérer lors du vote du budget 2022. Et le conseil municipal est invité à délibérer afin d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer cette convention avec la caisse d'allocation familiale.
Merci beaucoup. On a déjà abordé ce sujet. Alors, la dernière séance en vous expliquant les nouveaux circuits de financement du centre social par la CAF. Et là, on est sur la convention d'objectifs que Voilà, on donc vous on a demande. le document qui était joint, donc avec toutes les précisions. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Pas de questions, je vous remercie. Je vais mettre aux voix qui est pour. Merci beaucoup. On passe donc au point numéro 8 qui concerne toujours le programme Petite Ville de demain, puisque le gouvernement a souhaité ajouter dans ce programme pour les communes qui ont été retenues un volet sécurité. Donc on a travaillé depuis quelques semaines avec les services de la gendarmerie nationale et le sous-préfet pour élaborer un contrat de sécurité qui rentre dans le cadre du programme Petite Ville de demain. Alors quel est l'objectif de ce contrat? C'est d'essayer de faire en sorte que les relations entre la commune et la gendarmerie soient le plus fluides possible, qu'on puisse aussi mener des actions en commun. Il y a beaucoup de choses qu'on fait déjà. L'idée, c'est quand même de le retranscrire noir sur blanc à travers une convention. Vous avez reçu le projet de convention avec les nombreuses annexes qu'on vous a fait parvenir. Donc, dans ce contrat est prévu plusieurs axes. Le premier concerne la prévention. En ce qui concerne la police route et les excès de vitesse, puisqu'on est très sollicité par les habitants sur des vitesses excessives dans certains quartiers de la commune, donc on va pouvoir travailler avec la gendarmerie sur ce sujet-là. Prévention également en matière de consommation des stupéfiants, où là on va mener une action assez particulière avec le lycée notamment pour aller sensibiliser les plus jeunes, mais aussi avec des actions de répression, de contrôle de la gendarmerie avec la police municipale. Des actions de prévention des cambriolages, c'est un sujet aussi qui est assez important sur notre territoire. Je ne sais pas si vous avez lu la presse cette semaine, mais on a eu 11 cambriolages dans la même journée de lundi sur l'ensemble de l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône. Donc c'est un sujet sur lequel il faut aussi qu'on soit attentif. Et là, l'idée c'est que la gendarmerie puisse aussi intervenir, soit dans des réunions publiques, soit même au conseil municipal, pour sensibiliser aussi la population à toutes ces questions, et particulièrement pendant les périodes de vacances. Il y a des actions de prévention au profit des publics vulnérables en lien avec la convention qu'on a adoptée lors de la précédente séance sur les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales en général. Voilà un petit peu sur l'aspect prévention. Sur l'aspect protection, un renforcement des liens qu'on a avec les gendarmes sur l'utilisation de notre système de vidéoprotection et pour faire en sorte que l'accès aux images pour les gendarmes soit plus facile qu'aujourd'hui. Ne serait-ce qu'en termes techniques et de locaux. Aujourd'hui, le centre de visionnage est au sous-sol de la mairie. Quand le policier municipal n'est pas là, c'est toujours compliqué de les faire intervenir, les gendarmes qui savent très bien utiliser le dispositif. Donc on va le remonter au rez-de-chaussée et faire en sorte qu'il puisse y avoir accès de façon plus fluide. Voilà, après vous avez tout un tas de choses qui sont écrites dans cette convention. Des patrouilles mixtes, gendarmerie, police municipale et notamment des patrouilles pédestres. Pour que à la fois la police municipale et les gendarmes soient plus vus par les habitants et qu'ils aillent aussi à la rencontre des commerçants. Et après, vous avez tout un paragraphe sur cette fois-ci les engagements de la collectivité auprès de la gendarmerie. Donc c'est le renforcement de la collaboration police municipale et gendarmes, je viens d'en parler, la vidéoprotection. On envisage éventuellement aussi de mutualiser certains moyens, notamment matériels. Alain Cotin n'est pas là pour vous en parler, mais on envisageait d'acquérir une lunette qui permet de contrôler justement les excès de vitesse, avec possibilité de mutualiser ce matériel avec la gendarmerie pour que ce soit le plus efficient possible et que le matériel ne reste pas dans un placard la plupart du temps. Il y a évidemment la participation citoyenne, puisque sur le mandat précédent, le conseil municipal avait décidé la mise en place de cette participation citoyenne et la convention sera signée demain. Et après, on a demandé aussi aux gendarmes de venir intervenir auprès de nos agents, et notamment les agents qui sont confrontés aux usagers, pour les sensibiliser aussi sur l'accueil et sur d'éventuels risques de problèmes quand on reçoit du monde. Je pense notamment à l'espace France Service, où on reçoit parfois des publics un peu plus fragiles, plus vulnérables. Et l'idée, c'est de comment maîtriser un peu les situations problématiques. Donc ils vont nous aider là-dessus. Après, la commune s'engage aussi à mettre à disposition de la gendarmerie ses moyens de communication pour faire passer différents messages. Et également, la commune s'engage à faire en sorte que les gendarmes soient bien logés, à la fois sur la partie brigade, avec des locaux qui soient le plus fonctionnels possible, mais aussi sur la partie logement, pour que les gendarmes et leurs familles soient mieux logés qu'aujourd'hui. C'est aussi un élément important pour attirer des gendarmes chez nous.
la façon dont ils sont logés. Donc on est en train d'élaborer un programme de travaux sur la gendarmerie avec un aspect rénovation énergétique assez important. Donc la LTE, l'Agence locale de la transition énergétique du Rhône, nous a fait un diagnostic du bâtiment et nous rendra son étude dans le premier trimestre 2022 avec des préconisations pour effectuer des travaux sur les bâtiments de la gendarmerie. Voilà grosso modo ce qu'il y a dans ce contrat de sécurité qu'il faudra qu'on mette en place de façon très concrète pour que ce soit le plus tangible possible. Et puis après, vous avez dans la convention aussi le mode de gouvernance avec un comité de pilotage qui assure le suivi et la bonne mise en œuvre de la convention. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Nous, au niveau police municipale, on a quoi en fait? Pardon? Au niveau police municipale, on a quoi? On a un agent à temps plein. Et c'est vrai que moi je suis assez attaché au fait que le policier municipal travaille de façon très étroite avec les gendarmes. Déjà ça permet de rendre son poste un peu plus attrayant et plus enthousiasmant que de travailler forcément tout seul tous les jours. Et moi je souhaite qu'il soit à la gendarmerie tous les jours pour faire des points avec les gendarmes, ce qui permet aussi d'échanger sur tout un tas de dossiers auxquels d'ailleurs on n'a pas accès, mais ça permet aussi d'échanger des informations et du renseignement et ça rend toujours son travail plus intéressant. Les gendarmes, il y en a combien finalement? Les gendarmes donc la gendarmerie est organisée en communauté de brigades dont le siège est à Thizy-les-Bourgs. Ils sont 22 gendarmes répartis entre Thizy, Cours et Amplitude. Ils habitent sur Thizy, non? Une partie habite à Thizy, une autre à Cours et une autre à Amplitude. Donc c'est centralisé en termes d'organisation, mais les brigades de proximité donc de Thizy, Cours et Amplitude accueillent chacune entre 6, 7, 8 gendarmes suivant les communes. Et dans un avenir, il n'y a pas de crainte que la gendarmerie nous quitte? Non. C'est certain. Même. Sinon, on n'engagerait pas des travaux, sinon on ne signerait pas ce type de convention. Non, il n'y a pas de crainte. En plus, on a la chance, Thizy-les-Bourgs, d'accueillir le siège de la communauté de brigade, ce qui fait qu'on a des amplitudes horaires beaucoup plus importantes que sur Amplitude ou Cours. Donc c'est plutôt bien. Et le commandant, l'officier, le lieutenant, il est proche de nous puisqu'on a des relations quasiment quotidiennes avec lui. Donc il n'y a pas de projet de ce type. En tout cas, ils nous l'ont bien confirmé. Le colonel qui commande le groupement du Rhône était à Thizy il y a peu de temps pour les 300 ans de la gendarmerie. Il sera de nouveau là demain parce que si vous adoptez ce rapport, on a prévu de signer la convention demain. Dans les discours qu'il nous tient, il n'y a pas du tout ce type de projet. Au contraire, l'idée c'est vraiment d'accentuer la collaboration entre la commune et la gendarmerie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas, je vais mettre aux voix ce contrat de sécurité qui est pour. Merci beaucoup et vous êtes tous invités demain matin à 10h pour la signature officielle de cette convention en présence donc du colonel commandant du groupement du Rhône, du commandant de compagnie, du lieutenant et du sous-préfet qui sera là demain à 10h pour signer ce contrat de sécurité et signer la convention participation citoyenne. Donc c'est à 10h en mairie de Thizy demain matin pour ceux qui sont disponibles et pour ceux qui ne travaillent pas. Merci beaucoup. Puisqu'on arrive presque à la fin des rapports financiers, je voulais simplement à titre d'information vous donner quelques grands indicateurs financiers concernant la commune de Thizy-les-Bourgs. Ça va nous permettre d'avoir une idée de la santé financière de la commune et surtout ça permet de pouvoir comparer avec des communes de la même strate que nous pour avoir un positionnement et puis pour surtout connaître nos capacités d'investissement pour l'avenir. Donc, je vais vous donner quelques chiffres sans rentrer dans trop de détails, mais si on parle du fonctionnement, on se rend compte que les produits de fonctionnement, c'est-à-dire les recettes, on est sur un ratio de 891 € par habitant, quand la moyenne de la strate est de 1127 €. Ce qui veut dire qu'on a plutôt des recettes qui sont moindres par rapport à des communes comparables à la nôtre. Pourquoi ? Parce que les impôts locaux sont très bas et les recettes s'en font ressentir, puisque les impôts amènent à la commune 261 € par habitant, quand dans les autres communes de la même strate que nous, on est à 507 € par habitant. Donc c'est ce qui explique
les recettes qui sont un peu inférieures aux autres communes comparables. Mais après, ça a toujours été un choix de la commune de maintenir les taux tels qu'ils sont aujourd'hui. Le conseil municipal, peut-être un jour, peut en décider autrement. En tout cas, ce n'est pas la proposition qu'on fera pour 2022. Sur les charges de fonctionnement, donc les dépenses, la commune de Tizy-les-Bourgs dépense 744 € par habitant, quand les autres communes en dépensent 1014. Donc ça veut dire qu'on a peut-être moins de recettes, mais on dépense moins. Ça veut dire qu'on gère bien, notamment sur un chapitre qui est important et qui est un des plus gros chapitres du budget, c'est les charges de personnel, puisque ça représente 296 € par habitant contre 537 pour des communes comparables. Donc, ce qui nous permet d'avoir, ça fait un lien direct avec la suite, un autofinancement plutôt satisfaisant, puisque notre capacité d'autofinancement net, en ayant retiré le remboursement des emprunts, est de 153 € par habitant contre 117 pour des communes comparables. Donc ça veut dire qu'on a une capacité d'investissement qui est plutôt satisfaisante. Puisque je vous parlais des impôts locaux, je vais vous rappeler les taux que vous avez votés au moment du budget. Pour la taxe d'habitation qui a vocation à disparaître, on a un taux à 8,63% contre 15,22% dans les autres communes. Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, on a un taux à 15,97 quand il est à 20,88 dans les autres communes. Et sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties, on a un taux de 11,93 quand il est à 52,19 dans les autres communes. C'est un impôt qui rapporte des produits de façon assez marginale. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus en faire trop sur les écarts de taux avec les autres communes, puisque cette taxe nous rapporte 17 000 € par an. Donc ça reste quand même assez marginal, mais en tout cas le taux est bas. Sur les investissements, du coup avec tout ce que je viens de vous dire, ça nous permet de pouvoir investir beaucoup, puisque les dépenses d'investissement sont de 556 € par habitant, quand elles sont à 425 € par habitant dans les autres communes. Et le dernier chiffre que je vais vous donner, ce sont les recettes d'investissement, qui sont de 623 € par habitant contre 451 € par habitant dans les autres communes, ce qui veut dire qu'on a une forte capacité à aller chercher de l'argent chez nos partenaires. Puisque quand on prend les subventions reçues, on reçoit 313 € de subventions par habitant, quand les autres communes en reçoivent 72. Donc ça veut dire qu'on est bien aidé par nos différents partenaires, que sont l'État, la région, le département, les fonds européens, et qu'on a une bonne capacité à aller chercher ces sommes-là, sans quoi on ne pourrait pas investir autant dans les opérations dont on parle régulièrement autour de cette table. Voilà un petit peu pour que vous ayez... dernier chiffre sur la dette. On a un encours de dette de 4 887 000 €, ce qui fait par habitant 794 € quand la moyenne de la strate est à 802. Donc on a un niveau d'endettement qui est, on va dire, raisonnable et on va dire comparable avec les communes de la même strate que nous. Et l'annuité de la dette, donc c'est le montant qu'on a à sortir chaque année pour rembourser nos emprunts à la fois sur la partie charges financières, les intérêts et le capital, qui est de 78 € par habitant contre 104 dans les autres communes comparables. C'est-à-dire que le poids de la dette n'est pas aussi fort que dans d'autres communes de façon annuelle dans nos budgets, à la fois en fonctionnement pour la partie intérêt et la section d'investissement qui finance le remboursement du capital. Voilà, c'était juste pour info. Oui. Une petite question. Oui. C'est à propos de la dette. On a une nombre d'années pour l'extinction de la dette. Oui, mais je ne l'ai pas là. Mais on l'a. On l'a. Vous retrouverez ça dans le rapport d'orientation budgétaire. Mais non, tu n'étais pas là quand on l'a travaillé, mais il est dedans. Mais on va te le renvoyer, hein, Sylvie. Renvoyer le rapport d'orientation budgétaire où il y a le profil d'extinction de la dette dedans. Je n'ai pas en tête les chiffres. Voilà, c'était juste une information. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Une remarque, parce que Oui. le fait d'avoir des charges moins importantes de personnel, c'est intéressant. Est-ce que le fait d'investir contre les autres, c'est intéressant? C'est une question bête. Je vois ça comme ça, je me dis bon. Parce que bon, l'investissement, c'est pas toujours, même si on investit moins que les autres, c'est peut-être pas toujours une bonne idée. Mais bon,
Je lâche ça comme ça. Et nous, on investit plus que Moins les de autres. charges de personnel, ça veut dire quoi? Moins d'agents municipaux, moins de monde dans une mairie. Parce que là, il y a une belle différence. J'ai bien vu. Non, alors après, je sais. Enfin, je sais pas. moi, J'ai c'est- pas vraiment d'explication pourquoi, d'ailleurs, on Par a rapport à le notre ville. Voilà, On on a a le nombre moins de d'agents qui recettes, permettent de faire on fonctionner fait nos services. moins d'impôts, on a moins de charges parce qu'on a moins de personnel, on investit moins. On investit plus. Ah pardon. On investit plus. Plus, mais on perd aussi peut-être en personnel. Non, on perd pas. Non. On perd, on Si, dépense moins. On dépense oui, moins oui. que les communes comparables. Si on évite et demain on évite, et ben oui, il y a un environnement. C'est ça. Mais après, ça reste très. Enfin, les chiffres, on peut faire dire ce qu'on veut. Hein. Ça dépend aussi des compétences dont on dispose encore. Et certaines ont été transférées à l'accord, par exemple. Donc, il y a d'autres communes de notre strate qui exercent plus de compétences que nous aussi. C'est pour ça que ça peut s'expliquer. Là, c'est des chiffres bruts en dépenses brutes. Hein. Après, il faut le comparer avec les compétences réellement exercées par les communes qui sont comparables à la nôtre. Hein. S'il y a par exemple des communes qui ont la compétence pour faire l'école de musique, eh ben, Et là, c'est tout de bien. suite, vous explosez. Ça fait exploser Il y a des communes qui gèrent directement la distribution de l'eau potable, et, enfin voilà, toutes des choses qu'on ne fait pas nous, et ce qui peut expliquer des différences. En tout cas, on a le nombre d'agents suffisant pour faire fonctionner nos services, on n'est pas sous-doté en agents, et heureusement, hein, sinon ça serait inquiétant, mais on a ce qu'il faut, mais on n'a pas plus. Mais c'est un choix aussi hein, qu'on fait. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc ces chiffres-là nous sont donnés par la Direction Générale des Finances Publiques à notre trésorier. Il nous les communique tous les ans. Moi, je propose que chaque année, on les regarde ensemble de cette façon-là pour qu'on puisse aussi voir l'évolution, parce que d'un exercice à l'autre, il peut y avoir des différences, mais qui s'expliquent. Et en tout cas, j'essaierai de vous communiquer ces chiffres-là chaque année. Merci beaucoup de votre attention. Je vais laisser la parole à Joël Girardet qui va nous présenter une demande de subvention. Ça va être des petits sous par rapport à ce C'est que pas tu viens pareil. de nous annoncer. Alors, l'amicale des donneurs de sang de bénévoles de Bourg-de-Thizy fait une demande de subvention parce que demain, elle organise donc, la dernière collecte, collecte de sang sur Bourg-de-Thizy, au Cap. C'est demain de 15h à 19h. Et vous savez qu'à la fin de chaque donneur a droit à une petite collation. Et comme c'est les périodes de Noël, elle veut offrir un petit plus, des papillotes, une petite clémentine, et elle a besoin d'un petit peu plus d'argent qu'elle ne dispose pas. Donc je vous demande de bien vouloir lui attribuer une subvention de 150 €, s'il vous plaît. Et tout le monde en profitera. Merci beaucoup. C'est plutôt un soutien moral Ouais, moral, que financier, puisque l'association des donneurs de sang Elle vient juste de redémarrer. s'est réorganisée avec un nouveau bureau, une présidente qui est plutôt motivée Oui. et qui obtient des bons résultats d'ailleurs en Oui, termes de parce collecte qu'en de sang. principe, on a une centaine de donneurs à chaque intervention. Donc c'est plutôt un geste de soutien à l'association qui est plutôt nouvelle. C'est d'autant plus important dans des situations, dans la situation sanitaire qu'on connaît, de pouvoir aussi accompagner cette association de collecte du sang. Et je vous invite à aller donner votre sang. Je crois que Gabi ne peut pas participer au vote, parce qu'il fait Ah, partie tu du es bureau. membre du bureau, d'accord. Ouais. Très bien. En dehors de Gabi qui ne participe pas au vote, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci pour eux. Eh bien, merci beaucoup. On passe à un sujet beaucoup plus technique. Je vais céder la parole à Cédric Chalon qui va nous présenter d'abord une vente, à la suite de quoi on vous parlera des conditions générales d'utilisation de la plateforme pour le dépôt dématérialisé des autorisations d'urbanisme, et ensuite il aura un gros rapport à vous présenter sur la modification du PLU. Je te laisse la parole, Cédric, pour les 4 points, les 3 points. Donc le point numéro 11, c'est la vente de l'ancien local Champignon, 2 rue Édouard Millot, à Monsieur Malowski. La commune a décidé d'optimiser le patrimoine communal en mettant en vente les terrains et bâtiments communaux, ne portant plus d'intérêt particulier pour la commune. Monsieur Malowski a sollicité la commune pour acheter l'ancien local associatif qui a été mis à disposition de l'association mycologique de Thizy-les-Bourgs, situé 2 rue Édouard Millot à Thizy. Ce tellement a détaché de la parcelle cadastrée AC17 et classée en zone UM du PLU, secteur S1, donc secteur d'intérêt urbain et architectural majeur,
de la VAP en vigueur. Vu l'offre de M. Malowski pour acquérir le ténement pour 19 000 euros, vu l'avis des domaines en date du 2/11/2021 estimant les biens à 17 000 euros, vu le contexte, monsieur le rapporteur propose de vendre ce bien au prix proposé. Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'autoriser cette vente, de fixer le prix à 19 000 euros, tous les frais de notaire, géomètre ou autres restant à la charge de l'acquéreur, et d'autoriser monsieur le maire à signer. Merci beaucoup. C'est la suite de ce qu'on a décidé aussi lors de la précédente séance sur la vente des bâtiments communaux. On n'avait pas l'avis des domaines au moment où on a réuni le conseil municipal et on n'avait pas la proposition ferme de l'acquéreur, même si on discute avec lui depuis plusieurs mois. Donc on a reçu l'estimation des domaines qui est à 17 000 euros. On propose de vendre à 19 000 euros. Ce local a plus d'utilité pour la commune puisque c'est là qu'on hébergeait l'association mycologique jusqu'à maintenant. Et on aura le plaisir la semaine prochaine avec Pascal Vignon de remettre les clés des nouveaux locaux associatifs rue Christoré, dont l'association mycologique. Donc c'est un local qui est vacant et l'acquéreur souhaite le rénover pour effectuer une opération locative en habitat, donc en centre-ville. C'est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je mets aux voix qui est pour. Merci beaucoup. Je te laisse continuer, Cédric. Alors, le point numéro 12, c'est l'approbation des conditions générales d'utilisation de la plateforme pour les dépôts dématérialisés des autorisations d'urbanisme. À partir du 1er janvier 2022, toutes les communes doivent être en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d'autorisation du droit du sol, ADS. Celles de plus de 3500 habitants doivent de plus procéder à l'instruction dématérialisée de toutes les demandes d'urbanisme. Au titre de sa compétence informatique, la COR va équiper le territoire communautaire d'une plateforme de dépôt de demandes d'ADS. Pour l'utilisation de cette plateforme dénommée guichet numérique des autorisations d'urbanisme par les pétitionnaires, les communes et la COR doivent définir les conditions générales d'utilisation pour la saisie par la voie électronique et le suivi des dossiers permettant d'établir les engagements de chaque catégorie d'utilisateurs. Les conditions générales d'utilisation doivent aussi être approuvées par les communes membres ayant les compétences urbanisme et qui en feront l'usage pour cette plateforme. Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver le projet de conditions générales d'utilisation du guichet numérique des autorisations d'urbanisme et autoriser monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Merci beaucoup. Donc on se met en conformité avec la loi qui nous oblige à avoir une plateforme dématérialisée des marchés publics, des autorisations d'urbanisme. Je vous rassure, on aura toujours autant de paperasse à traiter dans cette thématique-là, mais c'est surtout pour faciliter les demandes par les pétitionnaires. Et sachant que notre agent a été formé la semaine dernière sur l'utilisation de ce nouvel outil. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je vous rappelle que l'accord n'a pas la compétence urbanisme, mais a mis en place un service commun et facture aux communes à l'acte les instructions de certaines pièces, et notamment pour nous les permis de construire. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix qui est pour. Merci beaucoup. Et le gros morceau. Alors le point numéro 13, plan PLU, la modification numéro 1, procédure de droit commun, donc l'approbation. Le PLU de Tizy-les-Bourgs a été approuvé par le conseil municipal le 16 juillet 2018 et modifié par délibération le 8/04/2021, par délibération du conseil municipal du 12 avril 2019, du 5 juillet 2019 et du 12 décembre 2019 et du 12 octobre 2020. La prescription de la modification numéro 1 du PLU ainsi que les modalités de concertation afin de transformer une zone à urbaniser 2AUX en zone UX, route de Régny, Les Granges, la Brelandière, à Bourg-de-Thizy, et supprimer l'orientation d'aménager programmée existante sur ce site, de transformer
une partie de la zone UA en UX sur le site des anciennes teintures d'Anjou, lieu-dit le Bois-Brochet à Bourg-de-Thizy, pour permettre la construction neuve de locaux pour des activités économiques et la réhabilitation d'une partie de l'ancienne usine pour des activités économiques et événementielles. La mise à jour des servitudes d'utilité publique, conformément à la demande des services de l'État, les mises à jour du repérage des bâtiments agricoles autorisés à des changements de destination avec l'ajout de certains bâtiments. Donc nous avons 4 bâtiments qui sont en changement de destination. Donc à Mardeur au Perrier, propriété Montibert, à Bourg-de-Thizy, Lafont, la propriété Goutère, à La Chapelle de Mardeur, la propriété Matray, à Bourg-de-Thizy, La Sarre, propriété Place. La modification numéro 1 n'a pas pour conséquence de changer les orientations du plan d'aménagement et de développement durable, de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle, ou une protection édictée en raison d'un risque de nuisance, de qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. Cette modification n'entre pas dans le champ d'application de la procédure de révision, mais entre dans le champ d'application de la procédure de modification dite de droit commun. La concertation a été menée tout au long de la procédure, sur tous les supports communaux, sites internet, affichage, panneaux lumineux, presse et lors de réunions publiques, conformément à la délibération prescrivant cette procédure. Alors donc, les moyens d'information utilisés. Il y a eu l'affichage de la présente délibération pendant toute la durée des études nécessaires, des articles dans la presse locale, des articles dans le bulletin municipal, de l'affichage dans les lieux publics. Les dossiers étaient disponibles en mairie et les informations étaient sur le site internet de la commune. Donc les moyens offerts au public pour s'exprimer et engager le débat. Il était possible d'écrire au maire par courriel et par courrier. Et le bilan des concertations, tous les objectifs ont été atteints avec une diffusion d'informations régulières via les supports communaux, presse locale et site internet. Le PLU et ses modifications ont également été abordées lors de diverses réunions du conseil municipal et lors des dernières réunions publiques de concertation avec la population à la Chapelle de Mardeur et à Mardeur. Ce dossier de modification numéro 1 a été notifié aux personnes publiques et associées, préfets, sous-préfets, régions, départements, services déconcentrés de l'État, qui ont toutes formulé un avis favorable avec quelques observations qui ont été étudiées et parfois prises en compte dans l'intérêt général. Une enquête publique a été menée du 11-10-2021 au 12-11-2021. Monsieur le commissaire enquêteur a pu recevoir lors de ses permanences en mairie du 11-10-2021 le matin, 15-10-21 le matin, 27-10-21 le matin, 12-11 le 21 le matin. Dans son procès verbal de synthèse, monsieur le commissaire enquêteur rend compte des différentes interventions. Donc il y a eu 6 visites qui ont été enregistrées sur le registre papier, 6 observations ou contributions qui ont été inscrites sur le registre papier, 4 documents ont été annexés au registre papier, dont un courrier de monsieur le maire de Thizy-les-Bourgs, un courrier adressé à monsieur le commissaire enquêteur a été reçu par voie postale et un rendez-vous a été organisé hors permanence entre le commissaire enquêteur et un administré. Au total, 7 demandes ont été formulées. Les réponses adressées au commissaire enquêteur sont les suivantes. Alors la première demande de monsieur Henri Cherpin pour classer une zone U en propriété, une propriété en zone A dite agricole, lieu-dit Perrier-Mardeur, donc l'avis a été défavorable. La deuxième demande de monsieur Gérard Daffin pour vérifier des règles d'urbanisme. Il n'y a pas de remarque particulière. La troisième demande, monsieur Paul Millet, pour classer une zone U de ces terrains situés rue Jean Monnet, La Platière, Bourg-de-Thizy.
et la rue de Cour, le long de la RD 308. Donc c'est un avis défavorable. La quatrième demande, M. Georges Millet pour la propriété familiale, qui est un corps de ferme qui puisse être autorisé à changer de destination. L'avis était défavorable. Néanmoins, cette demande est prise en compte dans le cadre d'une prochaine procédure de modification, de révision de PLU. Donc cette demande n'a pas pu être traitée en même temps que les autres parce qu'elle est arrivée trop tard. La cinquième demande, c'est Madame Anne-Marie Darcy pour maintenir ses terrains lieux-dits La Roche, à Bourg-de-Thizy, en zone A, dite agricole. Avis défavorable car la parcelle fait l'objet est classée en approbation du PLU en zone 2AUX pour devenir une future zone d'activité à plus ou moyen long terme, sous réserve bien sûr que les études de faisabilité soient validées par les services de l'État. La sixième demande, Madame Héloïse Marie, pour maintenir une zone UA sur une partie du site d'Anjou afin de préserver le site en l'état. Avis défavorable car le projet d'aménagement du site rend déjà compte de ces remarques et la zone ciblée par cette demande devra préserver un espace vert existant afin de ne pas mélanger la vocation économique du site et la vocation habitable des parcelles voisines. La septième, c'est une demande de Monsieur le maire pour modifier l'article UM6 du règlement local d'urbanisme afin d'optimiser la densification en zone urbaine sans compromettre la paisibilité entre voisins. Donc de réduire la distance des constructions et les limites séparatives de 3 mètres à 2 mètres 40 avec dérogation pour les extensions si elles sont dans le prolongement du bâti et sans aggraver le retrait initial. L'avis favorable a été porté pour cette modification. Cette modification du PLU est donc prête à être approuvée conformément au Code de l'urbanisme. Le Conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver la modification numéro 1, procédure de droit commun du PLU de Thizy-les-Bourgs. D'approuver les modifications du PLU proposées, à savoir de transformer une zone urbanisée 2AUX en UX, route de Régny, à Bourg-de-Thizy, et de supprimer l'orientation d'aménagement programmé existant sur ce site. De transformer une partie de la zone UA en UX sur le site des anciennes tentures d'Anjou pour permettre la construction de locaux et des activités économiques et la réhabilitation d'une partie de l'ancienne usine pour les parties économiques et événementielles. Donc la mise à jour des servitudes d'utilité publique, la mise à jour du repérage des bâtiments agricoles dont je vous avais parlé avant, la modification de l'article UM6 du règlement local d'urbanisme et la rédaction nouvelle. Donc, je vais vous lire les constructions s'implanteront soit sur la limite séparative, soit en retrait des limites séparatives. Dans le cas, la distance entre la construction et la limite séparative doit être d'au moins 3 mètres. Donc ça, c'est l'ancien règlement. Et le nouveau règlement, c'est les constructions s'implanteront soit sur la limite séparative, soit en retrait des limites séparatives. Dans le cas, la distance entre la construction et la limite séparative doit être au moins égale à 2,40 m. Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles édictées ci-dessus pourraient être réalisées dans le prolongement du bâti existant sans en aggraver le retrait initial. Donc, je vous invite à autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier, d'autoriser Monsieur le maire à mandater toutes les dépenses relatives à ce dossier, de dire que le rapport du commissaire enquêteur et les mémoires réponses au procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur seront jointes à la présente délibération, de dire que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R153-20 et R153-21 du Code de l'urbanisme, d'un affichage en mairie durant 1 mois et d'une mention dans le journal d'annonce légale, ainsi que des mesures de publicité réglementaires. Merci beaucoup. Donc on arrive au bout d'une procédure qui est très longue, puisque le Conseil municipal a décidé en avril 2019 d'effectuer une modification de son PLU, principalement pour 2 raisons. La première, c'est de pouvoir
prolonger ce qui a été inscrit dans le PLU sur une partie de la zone économique pour que cette zone-là devienne complètement constructible. Et la deuxième chose, c'est repérer des bâtiments dont on peut changer la destination. C'est plutôt des bâtiments qui avaient une vocation agricole auparavant et dont les propriétaires ou les futurs propriétaires pourront maintenant les rénover pour en faire des logements. C'est les deux principales choses qu'on a mis dans cette modification du PLU. Mais comme c'est une procédure qui est très longue, on a même demandé de modifier la modification en rajoutant une petite chose, c'est l'histoire des distances dont Cédric vous a parlé, pour faire rentrer un projet dans les cases avec quelques centimètres de plus. On n'était pas bon dans le règlement actuel, on a profité de la modification pour rajouter cet élément-là. Est-ce qu'il y a des questions? Donc ça veut dire qu'une fois que nous aurons délibéré, le règlement va changer. Donc d'ici la fin du mois de janvier, si on prend en compte les délais d'envoi des documents, le nouveau PLU, enfin le PLU sera modifié de la façon dont Cédric vous a présenté. C'est très technique, c'est très long, mais vous verrez, il y aura d'autres modifications du PLU à venir, parce que c'est un document qui a vocation à évoluer en fonction aussi des besoins et des projets qui se présentent sur la commune. Un grand merci à Cédric et puis à notre agent au service urbanisme pour tout ce travail. C'est souvent des sujets qui sont très techniques, très compliqués et on est content quand on arrive au bout des procédures. Oui. D'Anjou, le bâtiment c'est Martin. Oui, le bâtiment, ouais. C'est tout le tellement là. Ouais. Voilà. Parce que c'est vrai que les gens sur dans le Tézy appellent ça plus Martin que D'Anjou. Il y avait Bourra, Martin d'un côté sur la partie qui a déjà été rénovée. Et c'est vrai que la partie. Ouais, parce que ça avance bien. C'était tous ensemble, mais c'est vrai que le dernier occupant c'était d'Anjou sur cette usine-là de teinture. Et c'était quoi? C'est quoi votre projet qui rentre dans le cadre? C'est un projet de réhabilitation d'une maison, d'un immeuble en centre-ville. Où en fait il y a une construction nouvelle qui a été apportée à la maison et le règlement précédent imposait des distances minimales entre le voisin et les nouvelles constructions, et là on l'a réduit de, je sais pas, de 60 cm, je crois. On est vraiment sur un aspect de détail. Hein. C'est un immeuble qui est situé rue Gambetta à Thizy. Un bel immeuble qui a été rénové sans autorisation préalable, donc on est allé visiter pour demander que tout ça soit régularisé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup Cédric. Je vais mettre au voie ce rapport qui termine cette procédure de modification numéro 1. Qui est pour? Qui s'abstient? 4 abstentions. Merci beaucoup. On arrive au point numéro 14 qui concerne des choses un peu plus réjouissantes. Puisque j'ai été sollicité par le milieu du vélo pour organiser sur la commune de Thizy-les-Bourgs un départ d'étape du Critérium du Dauphiné dans son édition 2022. Donc on a rencontré les dirigeants de l'organisation et Bernard Thévenet, un ancien coureur pour ceux qui connaissent, qui est venu à Thizy-les-Bourgs pour inspecter les lieux. On pourrait envisager un départ d'étape sur la commune déléguée de Bourg-de-Thizy, place du souvenir français, avec toutes les infrastructures et la logistique que cette belle course nécessite. Ensuite, sur le parcours, on peut faire des propositions à l'organisation qui, après, évidemment, prendra ou pas les propositions en fonction des contraintes techniques qu'ils ont. Mais ce qu'on a proposé, nous, c'est que le critérium puisse passer sur les 5 communes déléguées de Thizy-les-Bourgs. Donc un départ à Bourg-de-Thizy, la traversée du bourg de Thizy, Marnan via le quartier Collonges, Mardor via la montagne, le centre-bourg de la chapelle de Mardor, pour continuer ensuite sur le lac des Sapins, qui est un site emblématique en termes de tourisme sur la Corre. Donc voilà où nous en sommes. Les éléments techniques ont été réglés puisque la visite a permis de faire avancer les choses. Ça demande quand même une grosse organisation parce que c'est quand même une course qui est quand même très suivie. Donc avec une vingtaine de cars, parce qu'il y a 21 équipes, je crois, qui sont engagées dans la course, avec aussi des belles retombées pour le commerce, même si c'est que sur une journée. Et puis surtout une belle vitrine pour notre commune, puisque c'est un événement qui est suivi aussi
en France, mais partout dans le monde. Par contre, cette opération a un coût qui est de 25 000 euros hors taxe, soit 30 000 euros TTC pour la commune. Donc si vous en êtes d'accord, on engagera ces dépenses en 2022. Ceci dit, on ira chercher aussi des subventions vers d'autres partenaires que sont l'Accord et le département, puisque ce sera la seule commune du Rhône qui aura un départ d'étape sur l'édition de 2022. Donc on peut légitimement penser que le département peut nous aider. Et aussi l'Accord, puisque comme il y a la mise en valeur du lac des Sapins, qui est un site touristique géré par l'Accord, on peut imaginer que ces deux collectivités pourraient nous aider. On a sollicité, on a déjà écrit aux deux présidents et on demandera des subventions de façon officielle. Si vous acceptez ce rapport ce soir, on demandera 10 000 euros à l'Accord et 10 000 euros au département. Il restera à la charge de la commune 10 000 euros si ces deux partenaires-là nous aident, ou un peu plus s'ils nous aident pas forcément à la hauteur de ce qu'on souhaite. Voilà. Je pense que c'est une belle opération pour la commune, pour les jeunes, pour les sportifs en général, mais aussi pour les moins sportifs. On essaiera d'associer aussi les écoles pour qu'elles puissent faire des animations ce jour-là, les différents commerces, les associations qui le souhaiteront. Et je trouve que c'est un beau signal aussi envoyé à la vie commerçante et associative, puisque la somme qu'on aura engagée, les 25 000 euros, correspondent grosso modo à la somme qu'on n'a pas dépensée en 2020 dans les subventions aux associations, puisqu'on avait réduit un petit peu les subventions aux associations, et je trouve que c'est un juste retour des choses avec cet événement qui devrait avoir lieu en juin 2022, le 9 juin. Et on espère d'ici là que la situation sanitaire se sera calmée. On n'en est pas sûr, puisque ça fait 2 ans qu'on le dit. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je vais demander à la presse de pas forcément relater ce rapport dans ces colonnes, puisque l'organisation souhaite rester discrète sur ses lieux de départ et lieux d'arrivée, au moins jusqu'au lancement officiel qui aura lieu, je crois, en mars. Donc si on pouvait éviter d'en parler trop tout de suite pour pas trop les froisser, ça sera toujours bien. Ça n'empêche pas qu'on puisse en parler, mais si on peut éviter les articles dans la presse, les séances du conseil municipal sont publiques, il n'y a pas de secret, mais si on peut éviter des grands articles avant qu'ils aient fait leur lancement à eux, ça sera toujours, ils seront toujours reconnaissants. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? S'il n'y a pas de questions, je mets au voie ce rapport qui est pour. Merci beaucoup. Le point numéro 15, donc Alain Cotin devait vous présenter ce rapport, mais donc il est en réunion pour le rallye de Charbonnières, un autre événement sportif qui aura lieu, on l'espère, l'année prochaine. Il devait vous présenter la convention que nous avons avec 30 millions d'amis pour la stérilisation et l'identification des chats errants. C'est l'occasion pour moi ce soir de faire un petit bilan de ce qui s'est passé sur l'année 2021. On a eu 35 interventions, 11 bons de mission ont été déclenchés, 35 chats ont été capturés, stérilisés et identifiés via le dispositif, et un budget de 500 € pour des soins a également été dépensé. Un petit rappel de la procédure. Donc pour déclencher un bon de mission, il faut signaler par écrit un chat errant à stériliser auprès des services de la mairie. Pour que le bon de mission soit validé, pour qu'on intervienne pour ces chats errants, il faut que le chat soit sans propriétaire, non nourri, ni soigné par la population. La capture est ensuite assurée par l'association 4 pattes en détresse, et qui ensuite se met en rapport avec nous et le cabinet vétérinaire de la commune. J'en profite pour remercier les membres de l'association 4 pattes en détresse, puisque ça demande un travail assez important, ça demande de la disponibilité, en tout cas en votre nom à tous, je les remercie. Sachant que les coûts pour une stérilisation femelle plus tatouage est de 80 €, pour un mâle c'est 60 €. Donc pour l'année 2022, la Fondation 30 millions d'amis nous propose de continuer ce partenariat en gardant le même principe de fonctionnement, et sachant que la Fondation nous demande aussi de lui avancer 50% des frais qui seront engagés dans l'année pour l'accompagner aussi dans sa trésorerie. Donc on a demandé à 4 pattes en détresse quels seraient les besoins pour l'année 2022, et donc on laisserait le budget qui permette d'avoir ces 35 interventions qu'on a eues cette année, et en tout cas c'est la prévision, et on s'est fié à ce que l'association nous a dit. Voilà, donc ce soir je vous propose de renouveler ce partenariat avec cette fondation et avec l'association locale pour 2022. Pour une somme de 1 225 € qui sera versée à la Fondation 30 millions d'amis. Et en plus, on garde un budget de
de quelques centaines d'euros pour les soins qu'on aurait à faire sur ces chats errants. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais mettre au voie ce rapport qui est pour. Merci beaucoup. Alors, le point 16, 17, 18 et 19 donc, concernent les rapports annuels 2020 de différents services. Le premier concerne le prix et la qualité du service assainissement. On est sur une compétence exercée par la communauté d'agglomération. Le second rapport est le rapport d'activité 2020 des services de l'accord. Le rapport 18 concerne le prix et la qualité du service déchets, là encore une compétence exercée par l'accord. Et le point 19 concerne le prix et la qualité du service public de distribution de l'eau potable, où là c'est une compétence qui est gérée maintenant par le syndicat rouennais de l'eau, puisque le syndicat Rhône-Loire-Nord auquel on appartenait auparavant a été fusionné avec ce syndicat. Vous avez tous reçu en annexe les différents rapports. Je vous propose qu'on ne les relise pas. Si on n'a pas à délibérer, on a juste à prendre acte que ces rapports ont bien été transmis. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part, soit par mail, soit vous adresser directement à l'accord pour les rapports qui le concernent. Et je vous remercie de me donner acte de cette communication. On va passer maintenant au dernier volet de la séance qui concerne les ressources humaines. On a quelques rapports assez importants concernant la gestion RH au sein de la commune. Le premier, c'est sur, donc on est sur le point numéro 20, c'est sur l'organisation du temps de travail, puisque la loi du 6 août 2019 prévoit dans son article 47 d'imposer aux collectivités tout type de collectivité. Là, ça concerne la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale, qui nous concerne nous, mais impose le régime de 1607 heures annuelles travaillées dans la fonction publique, ce qui fait que ça nous amène à apporter quelques ajustements. Je vais vous expliquer lesquels. Ce qu'on va décider ce soir ne concerne que les agents des services administratifs et des services techniques. Enfin, ça concerne tout le monde, mais les agents qui sont dans les écoles étaient déjà sous ce régime-là depuis la création de la commune nouvelle en 2013. Donc ils n'ont pas d'impact, entre guillemets, par rapport à la mise en place de cette nouvelle organisation. Les grands changements, ils sont liés aux jours de repos de nos agents, puisqu'aujourd'hui nos agents disposent de 5 semaines de congés payés annuels, soit 25 jours, mais ils disposent également de 2 jours qu'on appelle les jours du maire, donc 2 jours de repos en plus chaque année, et ils disposent pour certains entre 2 et 5 jours d'ancienneté. Donc ça varie en fonction de l'ancienneté de chacun des agents. Et les jours qui sont en plus deviennent illégaux de par la loi, ne sont autorisés que les jours de congés payés. Et en plus, on peut rajouter à cela un système de déclenchement de RTT en fonction du temps de travail de l'agent. C'est ce qu'on a décidé de proposer pour que, en fait, on a raisonné en temps de repos de chaque agent chaque année pour qu'ils puissent garder en qualité de vie à peu près la même chose que ce qu'ils avaient auparavant. Donc on a, pour tout vous dire, on a rencontré les agents avec les maires délégués cette semaine pour leur présenter tout ça, et les propositions qu'on leur a faites leur convenaient. On a eu des échanges à la fois avec les représentants du personnel en amont et mercredi avec tout le monde. Donc ce qu'on propose, c'est d'augmenter le temps hebdomadaire de travail, de passer de 35 à 36 heures, ce qui permet à chaque agent pour un temps plein de générer 6 jours de RTT. Ce qui veut dire que l'agent va travailler plus, c'est 15 minutes de travail par jour en plus, pour gagner autant, mais avec un déclenchement de jours de repos plus important qu'auparavant. Puisque si vous m'avez bien suivi, les agents ont aujourd'hui entre 2 et 5 jours de plus de repos par rapport à leur congé annuel payé. Demain, ils auront tous 6 jours de RTT pour un temps plein. Donc ça veut dire, pour certains, 1 jour de plus, pour d'autres 2 jours de plus, pour d'autres 3 jours de plus, et pour les plus chanceux, 4 jours de plus. C'est souvent ceux qui sont les plus jeunes, qui n'ont pas les jours d'ancienneté comme leurs aînés. Voilà grosso modo ce qui est présenté dans ce rapport. Donc on propose de fixer la durée hebdomadaire du travail à 36 heures sur 4 jours et demi pour les services administratifs et pour les services techniques.
Pour les services scolaires, on a déjà ce principe-là qui est mis en place avec une annualisation des plannings qui permettent aux agents d'avoir les vacances scolaires, mais 1607 heures travaillées par an. Ils avaient déjà ce régime-là actuellement. Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible, mais s'il y a des questions, je suis évidemment prêt à y répondre. Alors après, c'est quelque chose qui s'impose à tous. D'autres communes ont trouvé d'autres systèmes de compensation. Il y a des communes qui avaient encore plus de jours que nous, donc c'est encore plus compliqué à mettre en place ce dispositif. Là, ça permet de trouver un équilibre entre le temps de repos qu'ils avaient auparavant et ceux qu'ils auront demain. Et ça permet aussi d'apporter un peu d'équité auprès de tous, puisque maintenant, ce sera 6 jours de RTT pour tout le monde. En plus, La perte des jours d'ancienneté, en fait, ils les auront plus. Ils seront intégrés dans les RTT, en fait. il n'y aura plus de gratification de l'ancienneté, de la fidélité, en fait. Là, on parle de jours de repos, le temps de travail. Le reste de la rémunération, les avancements de grade, ça continue à fonctionner de la même façon. Là, c'était vraiment pour le calcul des jours de repos d'ancienneté qui ne se fera plus de la même façon, puisqu'il n'y aura plus de jours d'ancienneté, ce sera des RTT. Sur une base, mais de 36 heures. Pardon ? Sur une base, mais de 36 heures. Ça. Oui. Sur une base surtout de 1607 heures par an, en fait. Après, nous, on a fait le choix de définir une durée hebdo, parce que ça parle mieux, mais on est surtout sur une base de 1607 heures de jours de présence dans la collectivité. Enfin, d'heures de présence dans la collectivité. Est-ce que tout cela vous paraît clair ? Vous avez tous les détails des calculs dans le rapport que j'ai essayé de vous expliquer de façon la plus pragmatique possible. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Je vais mettre aux voix ce rapport qui est pour. Merci beaucoup. Et puis vous avez le protocole que vous avez reçu en annexe des rapports. Le second sujet RH de ce soir, qui est aussi en quelque sorte une petite compensation par rapport à ce nouveau dispositif d'organisation du temps de travail. On va vous proposer ce soir de mettre en place un compte épargne-temps pour chacun de nos agents. Donc ce compte épargne-temps, c'est tout simple, il sert à stocker du temps sur un compte. Donc là, ce compte épargne-temps, il est plafonné à 70 jours. Donc quand on arrive à 70 jours, on ne peut plus stocker ces jours dessus. Il sert à quoi ce compte épargne-temps ? À pouvoir prendre des jours un peu comme on veut, à condition que le service puisse fonctionner normalement. Donc évidemment, comme les congés annuels, il y a l'avis du supérieur hiérarchique pour que tout fonctionne bien. Mais ça peut être des congés pour anticiper son départ à la retraite. Ça peut être des congés pour effectuer un voyage un peu plus long qu'habituellement. Ça peut être pour s'occuper d'un proche qui est malade. Enfin voilà, ça permet de stocker du temps sur un compte. Donc ce qui veut dire qu'en termes de gestion des congés annuels, ça va demander aux agents un peu plus de rigueur. Parce qu'aujourd'hui, ils ont 25 jours de congés annuels. Ils ont les 6 jours de RTT que je viens de vous présenter. Ils auront jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit pour stocker ces jours non pris sur leur compte épargne-temps. Ce qui va leur demander un peu plus de rigueur dans la gestion de leurs congés, puisqu'aujourd'hui on se retrouve avec des agents qui ont des stocks de congés assez importants, qui sont quasiment à peine légaux. Donc on va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. On ne stocke plus des congés de façon continue. On les met soit sur son compte épargne-temps, ou sinon on les prend. Et je trouve que c'est bien que les agents prennent aussi leurs congés, parce que tout le monde a besoin de repos. Et si certains se sont battus pour mettre en place des congés payés, c'est bien pour que les gens puissent les prendre. Donc les stocks que certains ont vont pouvoir être mis dès janvier 2022 sur leur compte épargne-temps, pour que personne ne perde rien. Et après, ils auront à gérer leurs différents congés. Pour ceux qui veulent tous les prendre, ils les prennent tous. Pour ceux qui veulent en stocker une dizaine par an, ils pourront dans la limite de 70 jours. Et voilà, et les RTT sont également stockables aussi sur le compte épargne-temps. Pardon, il me semble que c'était pas obligatoire dans une entreprise. Non, c'est pas obligatoire. Voilà, c'est ça, c'est à la tête de demande, mais du salarié. En fait. Voilà, c'est pas que vous avez une demande, c'est qu'on a plutôt leur proposer voilà, ça. Voilà, c'est ça, mais c'est pas une obligation. Non, c'est vraiment une volonté de la commune de mettre en place ce compte épargne-temps. Qui pour les agents est plutôt quelque chose d'intéressant quand même. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est pour ? Merci
beaucoup. Le rapport suivant concerne cette fois-ci la mise en place d'un protocole de mise en œuvre du télétravail, puisque l'article 2 du décret du 11 février 2016 nous oblige à mettre en place une forme de télétravail dans la collectivité. Pour être le plus simple possible, moi je suis pas tout à fait, enfin, je suis pas un grand fan du télétravail parce que d'une part, nos agents, tout comme nous, ont une mission de service public et c'est important en tant que service public qu'on puisse avoir un contact physique avec les usagers. Ça c'est la première chose. Ceci dit, il y a aussi des choses qui sont intéressantes dans le télétravail. Je pense notamment quand un agent, par exemple, a un dossier compliqué à rédiger, peut-être qu'il est plus au calme à la maison pour travailler, et à ce moment-là, je pense au marché public, je pense à l'urbanisme, des sujets un peu lourds. La deuxième chose, c'est au moment des intempéries. On a eu, par exemple, un agent en plus chargé des ressources humaines qui ne pouvait pas venir un lundi matin à cause de la neige. Vu qu'il est équipé d'ordinateurs pour télétravailler, c'est comme s'il était au travail, et ça évite aussi de perdre des journées de présence des agents en cas d'intempérie. Donc ce qu'on vous a proposé dans le projet de charte de télétravail, en gros c'est ça. Donc l'agent pourra demander à télétravailler, mais en tout cas on n'a pas une demande très importante des agents de télétravailler, parce qu'ils préfèrent être en présentiel au bureau. Puis c'est aussi important pour la cohésion d'équipe que les gens soient présents au bureau le plus possible. Donc avec cette charte qu'on propose, le télétravail est possible. Il n'est pas considéré comme une règle de tous les jours, mais en tout cas il est possible, et après on fera aussi du cas par cas en fonction de la situation des agents. Voilà. Est-ce que tout ça vous paraît clair? La charte des choses un petit peu versées. Je n'entends pas. Ah, c'est un peu vite. Donc j'ai lu la charte, vu que j'en ai moi-même négocié, les chartes télétravail. En fait, je ne suis pas versé dans la fonction publique, mais j'ai vu que la charte proposée stipule dans l'article 11 que la collectivité ne prendra pas en charge les frais engagés, notamment Internet et l'électricité, qui est lié à l'usage de matériel informatique à la maison. Le télétravail, ça correspond quand même à transformer une partie de son lieu d'habitation en lieu de travail. Et pendant, il y a un décret, qui est le décret de 2021-11-23, du 26 août de cette année, qui a créé une forfait télétravail au bénéfice des agents des trois fonctions publiques et donc des agents territoriaux. C'est pas obligatoire pour les territoriaux. Et l'arrêté fixe le montant journalier à 2,50 € avec une limite à 220 € par an. La question, c'est combien d'agents pour notre commune sont concernés, sont éligibles à ce télétravail, et pourquoi ne pas les faire bénéficier du forfait qui a été négocié au niveau de la. Alors combien d'agents? En fait assez peu, parce que les agents des écoles, les agents des services techniques ne sont pas, leur poste n'est pas télétravaillable entre guillemets. C'est le cas aussi des agents d'accueil dans les mairies. En fait sont concernés la direction des services, le service comptabilité, le service urbanisme, le service RH. Donc ça concerne assez peu de personnes. Ça représente 5 à 6 personnes, puisqu'on a des agents d'accueil qui sont aussi dans d'autres services, notamment sur le service scolaire. Mais ça représente, 6 agents. Sachant que leur volonté, encore une fois, n'est pas de faire du télétravail une règle. Donc sur la deuxième partie de la question, donc on équipe évidemment, on prend en charge le matériel informatique, mais c'est vrai qu'on n'a pas décidé de mettre en place une indemnisation par rapport à l'équipement à la maison en fait. Ça peut être un siège, ça peut être un bureau, ça peut être tout ça, parce que justement on n'a pas vocation à développer le télétravail pour l'instant dans la collectivité. Mais non, mais là, pour le coup, il s'agit d'un montant d'une indemnité pour prendre en charge les coûts liés à l'usage. Il ne s'agit pas effectivement d'avoir un siège ou d'avoir de choses. Il s'agit d'indemniser pour l'électricité, parce que quand on branche à peu près un ordinateur qui tourne 8 à 10 heures par jour, ça commence à coûter un petit peu d'électricité. Donc le forfait, c'est pas moi qui l'ai calculé, c'est pas une invention, c'est vraiment un décret national. Ça représente un coût extrêmement faible en fait pour la commune de faire bénéficier les agents
avoir un jour de télétravail par semaine. Ça représente, si je suis bien compris, ça va représenter. C'est quoi le forfait? 2,50 € par jour. Et c'est limité à 220 € par an. C'est le décret. C'est le décret 2021 11 23 du 26 août 2021 et c'est l'arrêté qui fixe le montant, c'est l'arrêté du 26 août 2021, du même jour. Plafonné, hein? 220 € par an et par agent. Donc, ça représente, là je vois, ça va faire 46, ça fait 40, maximum, ça fait 46 fois 250 fois 1 €. Une somme quasiment dérisoire. Encore une fois, ça va représenter, ce sera de façon très marginale, puisque je vous l'ai dit, hein, c'est pas du tout la règle. Donc moi, je suis tout à fait prêt à ce qu'on rajoute le forfait dans l'article 10 ou dans l'article 11, en fonction de ce qui sera bien. Moi, j'y vois pas d'inconvénient si les collègues en mettra aux voix, hein, mais je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on le rajoute. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Du coup, je vais mettre aux voix ce rapport amendé, comme vient de nous proposer M. Michelot. On modifie l'article 11 et on rajoute un forfait 2,50 € par jour télétravaillé de façon réelle, avec un plafond. Bon, on reprendra les termes du décret du mois d'août là. Pour indemniser les agents qui télétravailleront, ça représente assez peu de jours dans l'année, hein, donc c'est pas ce qui va ruiner la commune. Est-ce que tout cela vous convient? Qui est pour? Merci beaucoup. Et le dernier rapport concerne toujours les ressources humaines, la mise en place d'un règlement intérieur pour l'ensemble des services, puisque, chose étrange, nous n'étions pas dotés d'un règlement intérieur pour les services, donc on avait un règlement, on va dire, d'usage et verbal, et donc on a simplement rédigé un règlement intérieur qui reprenait l'ensemble des règles d'usage. Vous avez plusieurs aspects qui sont abordés dedans, donc le temps de travail hebdomadaire, c'est ce qu'on vient de voir, les horaires de travail, les heures supplémentaires et heures complémentaires, la gestion des congés annuels sur le principe que je viens d'évoquer aussi sur le rapport d'avant, les autorisations d'absence, la gestion des locaux et du matériel, hein, c'est que des choses de bon sens hein, qu'on a mis là-dedans, il n'y a rien de nouveau, c'est simplement qu'il fallait l'écrire noir sur blanc, les tenues de travail, et après il y a toute la partie qui concerne les droits des agents. Mais bon, c'est des choses très classiques, le droit à la rémunération évidemment, le droit syndical, enfin toutes ces choses-là que vous avez tous lues avant de venir. Et le dernier axe de ce règlement, c'est les aspects qui tournent autour de l'hygiène et la sécurité, qui sont des aspects aussi importants, notamment pour les services techniques. Et ensuite, si vous voulez bien l'adopter, chaque agent aura un exemplaire de ce règlement intérieur qui sera également affiché dans l'ensemble des locaux communaux. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est un règlement très classique, avec des règles qu'on appliquait déjà, simplement on les écrit noir sur blanc. Et donc tous ces sujets ressources humaines ont été abordés avec les agents de façon concertée. Il n'y a rien qui leur a paru choquant dans le règlement intérieur qu'on a rédigé. Pas de questions? Qui est pour? Eh bien, merci beaucoup. Vous avez dans vos pochettes les décisions que j'ai prises au titre de l'article 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Ce sont des locations de biens, des renouvellements de concessions dans les cimetières, des remboursements de sinistres, un avenant à un marché, 2 notifications de marché dans le cadre de la commission d'appel d'offres qui s'est réunie lundi, et vous avez l'ensemble des devis qu'on a signés auprès de différents prestataires. Je vous remercie de me donner acte de cette communication. Avant de passer aux questions diverses, est-ce qu'il y a des adjoints qui souhaitent intervenir sur leur délégation? En information? Personne ne se manifeste. Je vais rappeler que samedi, il y a le marché de Noël à Vaux de Tizy. Monsieur Michaud, vous voulez peut-être en parler? Oui, je vous invite tous à venir au marché de Noël à Vaux de Tizy samedi. Cette année, en fait, l'animation sera assurée par la compagnie qui s'appelle Fernand Nouvelle, pour ceux qui connaissent. Une très belle association qui donne un prix médiéval à notre marché de Noël. C'est assez rare.
ça donne un attrait et puis un point très différent de notre marché de Noël cette année. Je vous invite tous à venir, parce que votre heures. Et il y aura, alors Carlo Médiéval va donner 2 représentations, une à 15h, d'esprit médiéval, et puis, si t'en permet, le soir, devant l'église, une autre dans le noir, alors peut-être des films en famille. Ah. Ça sera vraiment, si t'en permet, parce que vraiment, c'est pas gagnant. Mais là, je vais tous c'est bien avec tous les gens. Il y aura Père Noël, mais il ne descendra pas du clocher. Le Père Noël ne descendra pas du clocher cette année. On va éviter de faire revenir nos sapeurs-pompiers, parce que c'est bien de faire parler de la commune, mais quand même, c'est moins bien. Ça, c'est moins bien. Donc non, cette année, le Père Noël ne descend pas, on rappelle. Mais l'esprit est là. Qui est bien. Mais l'esprit est là. Oui, son esprit est là. En tout cas, on remercie le comité des Beuries pour l'organisation, qui n'est pas forcément évidente dans les conditions sanitaires que l'on connaît. Donc, on a transmis à l'association les différentes directives que le préfet nous a envoyées, avec un espace clos, le contrôle du pass sanitaire, enfin voilà, toutes les règles de bonne conduite que je vous invite à suivre en cette période d'épidémie qui n'épargne pas forcément notre région, puisque de nombreux cas sont encore détectés chaque jour. Ça me permet de vous donner une information, mais vous l'avez peut-être vu sur les différents outils de communication. J'ai accepté de mettre à disposition un local, la salle de la Vallée, aux acteurs locaux de santé pour rouvrir un centre de dépistage les après-midi de 45 à 16h. Eh ben, vous avez vu l'information, c'est bien. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, ça permet de fluidifier un peu les choses au niveau du laboratoire chez qui ça devenait compliqué. Et je remercie les acteurs libéraux locaux qui participent à ces opérations de dépistage. C'est une affaire collective. D'autres interventions des adjoints? Juste faire Oui. une petite publicité aussi pour Arrêt Terroir, qui a sorti un livre, Tizy-les-Bourgs pas à pas. Donc vous pouvez le retrouver dans les mairies, au kiosque, et puis Chez les bureaux à bureau de Tizy, chez les 2 bureaux de tabac. Dans Voilà. les 2 les deux. Donc, hein. Oui, si, les 2 Ah bureaux oui, à de Bourg, Tizy. à Bourg. À Bourg, il y a À dans les Bourg. 2. Et à Tizy. Voilà, et un à Tizy. Voilà, il y a des très belles photos. Et à la boulangerie de Mardor, je présume. Bien sûr, il y a la mairie. C'est un très bel ouvrage, je vous invite à l'acheter parce que c'est vraiment chouette. Ça reprend les photos qui avaient été exposées il y a maintenant peut-être 2 ans dans le cadre d'une exposition qu'avait organisée Mardor Arrêt Terroir. Et ils en ont fait un ouvrage. Et d'ailleurs, vous avez délibéré lors d'une séance précédente pour accompagner financièrement l'association pour ce projet-là. Pas d'autres interventions? Est-ce qu'il y a des questions diverses? Oui. D'accord. Moi, j'ai une réunion avec le PAC du Rhône en début d'année, mais ce que je peux leur proposer, c'est qu'ils puissent faire une petite intervention en conseil municipal pour déjà expliquer l'opération, mais qui ne concerne pas que notre commune, ce qu'on appelle le protocole Habitat, qui est donc une opération de démolition d'une partie de l'offre de logement pour en reconstituer, notamment en centre-bourg, avec une offre de logement plus adaptée à la demande d'aujourd'hui. Donc on a une réunion technique début janvier. Moi, je leur proposerais qu'ils nous fassent venir quelqu'un en conseil municipal pour nous présenter les choses à la fois sur l'aspect démolition et puis l'aspect reconstitution de l'offre, si ça vous va. Ça veut dire qu'ils ont déjà repéré des bâtiments sur lesquels ils vont agir et vous avez... On commence. Les premiers mois ont été consacrés au relogement des personnes dont les résidences vont être démolies. Et là, on commence à travailler sur les pistes de création de nouvelles offres de logement, donc en centre-ville. Sur certains, on l'expliquera quand l'OPAC viendra, mais sur Lyon-Goutard, par exemple, il y a de la reconstitution sur place aussi, sur la partie haute. On vous expliquera tout ça avec l'OPAC du Rhône, en vous donnant aussi des chiffres, afin que vous ayez les infos les plus détaillées possibles, si ça vous convient. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. C'est pas très pratique tout ça, même en termes de sono.
Mais ça nous permet d'aller dans chacune des communes déléguées chaque année. Donc, Le maire, il n'a pas froid. le maire est en manche courte. Donc. Il n'a pas froid, le maire de la Ouais, il Chapelle. fait chaud. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous remercie beaucoup. Je lève la séance. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Passez de bonnes fêtes. On ne pourra pas se retrouver autour d'un plateau repas puisqu'on essaye d'appliquer aussi les consignes que le préfet nous donne. Et je vous dis à l'année prochaine.